Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois mon invitée, Séverine Mazière. Elle est rédactrice web, elle fait du SEO, elle fait également des biographies et des transcriptions. Elle est autrice d'un futur roman. Bonjour Séverine. Bonjour. Peux-tu nous parler de ton parcours pour qu'on apprenne à mieux te connaître ? Oui, alors moi je suis une reconvertie. J'étais anciennement prof de français à l'Éducation nationale. J'ai œuvré pendant 14 ans sur les bancs des écoles. Et puis j'ai changé de voie. Je m'étais d'abord installée comme écrivain public. Puis je me suis perfectionnée, j'ai appris, me suis formée. Et au fur et à mesure, je me suis formée à la rédaction web dans un premier temps, puis à la transcription et à la correction. Et effectivement, j'ai gardé uniquement de la partie écrivain public la biographie. D'accord. Quels sont tes mentors ? Quels sont les gens qui t'ont donné envie de te lancer dans l'entrepreneuriat ? Alors, je dirais que ce sont pas des mentors connus ou reconnus. Voilà, ce sont des gens plutôt autour de moi qui sont entrepreneurs, qui ont osé eux aussi passer le cap de la reconversion et qui m'ont donné l'élan, qui m'ont fait confiance aussi, qui m'ont formé parfois. Ce sont des clients aujourd'hui qui m'ont dit mais vas-y, t'es prof de français, tu sais écrire, on peut te former, on peut t'aider, et j'ai démarré comme ça en fait grâce à eux. Qu'est-ce qui a été compliqué au départ dans ton activité ? Qu'est-ce qui a été, je dirais, redoutable ? Est-ce qu'on a cru en toi rapidement ? Est-ce que tes clients ont cru en toi rapidement ? Est-ce qu'il a fallu que tu travailles ta visibilité ? Alors, ce qui a été difficile pour moi, c'est que je me suis reconvertie au moment où mon deuxième enfant est né. Donc, moi, j'avais un bébé à la maison et j'avais pas de nounou, puisqu'on m'a gentiment fait comprendre pour les crèches que quand on a l'avantage d'être à son compte, c'est l'idéal pour élever un enfant. Or, c'est faux, hein, faut le savoir quand même. Quand on a un bébé à la maison, on travaille pas vraiment comme on veut. Et puis j'ai 3 enfants, j'en ai une autre qui est arrivée après. Donc c'est vraiment l'organisation personnelle, la gestion du temps, c'est vraiment ça mon frein aussi encore aujourd'hui. Comment on s'organise, vie de famille, vie privée, vie professionnelle. Donc quand on est une maman, c'est souvent la difficulté pour pouvoir faire de la place aussi aux professionnels, parce que effectivement quand on est à son compte, on peut se dire tiens, là je vais m'occuper des enfants, là il y a un rendez-vous pour les enfants, là il y a la machine de linge ou autre. Enfin voilà, c'est aussi arriver à trouver une organisation personnelle. Et comment tu choisis ton statut d'entreprise en fait ? Tu en discutes avec tes proches autour de toi, avec les gens effectivement que tu avais rencontrés qui croyaient en toi ? Oui, alors effectivement, j'ai la chance d'avoir un mari qui est aussi entrepreneur. Il est à son compte. Alors lui, il est en société. Moi, je me suis lancée en micro-entreprise parce que le statut de la société, il faut avoir des charges, il faut avoir des salariés, il faut avoir un chiffre d'affaires conséquent. C'est pas mon cas. Quand je me suis lancée, moi déjà, j'étais pas à temps plein, j'étais qu'à mi-temps puisque je disais j'avais mon bébé. Donc à mi-temps, je faisais pas un gros chiffre d'affaires. Je n'ai pas de charge en soi. Un ordinateur me suffit. Alors l'ordinateur, je le change tous les 4-5 ans, donc c'est pas une charge. Hormis mes cotisations, voilà, je n'ai pas d'intérêt à déléguer mon travail non plus. Je n'ai pas le volume pour le faire. Donc le statut de la micro-entreprise me convenait parfaitement. Mais c'est vrai que j'ai pu en discuter, ne serait-ce qu'avec l'avocat ou le service comptable, par exemple, de mon mari, qui lui est en société et paye pour ces services-là. Comment tu as mis en place ton prix psychologique par rapport à tes services ? Là aussi, tu en as parlé avec ton mari. Vous avez longuement effectivement réfléchi sur la valeur ajoutée que tu pouvais apporter à tes prospects qui deviendraient des clients par la suite ? Alors comme tout le monde, j'ai commencé beaucoup trop bas. Je me suis vendue à des tarifs qui étaient indécents. Néanmoins, comme mes clients étaient aussi ceux qui me formaient en parallèle, je dirais que quelque part j'ai été payée pour être formée. Donc c'est pas si mal que ça, notamment en transcription. Et puis petit à petit, j'ai pu augmenter mes tarifs et faire valoir que mon travail était professionnel, que mon travail avait de la qualité, qu'il avait de la valeur. Mes clients ensuite ont commencé à me trouver ou à me recommander, et maintenant c'est le bouche à oreille qui fonctionne, et le bouche à oreille c'est le meilleur vendeur en fait. Donc aujourd'hui j'ai plus besoin de discuter mes tarifs, les gens savent quand ils arrivent le tarif, et ils savent parce que j'ai été recommandée par d'autres. Je me suis spécialisée aussi, donc je suis experte dans certains domaines, donc les gens viennent me chercher pour ça aussi. Du coup le tarif ça fait partie parfois, j'ai des clients qui viennent me voir en me disant je suis désolé, le tarif ne conviendra pas, mais ils discuteront pas le tarif. Ou ils le font pas, mais ils discuteront plus le tarif.
Et est-ce que tu fais partie d'un réseau d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses comme par exemple les BNI, les Dinabui, les associations effectivement qui sont des entrepreneuses? Est-ce que tu as rejoint un mouvement pour pouvoir te donner beaucoup plus de force et partager, échanger avec d'autres? Alors tout à fait. Mon mari fait partie du CJD, le Centre des jeunes dirigeants, et d'un groupe de BNI. Donc de temps en temps, je suis invitée dans son groupe de BNI. Le souci, c'est que ces groupes-là sont souvent le matin, très tôt, de 7h à 9h. Comme je disais, moi j'ai 3 enfants à la maison, il faut les amener à l'école, il faut les amener chez la nounou. C'est difficile qu'on soit tous les deux partis sur ce créneau-là. Donc je ne fais pas ce genre de groupe, mais je suis invitée de temps en temps. Après, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Les Premières, qui est un groupe d'entrepreneuses, donc un groupe au féminin, qui organise des after-work, qui organise sous d'autres formats, qui est plutôt pour les femmes qui s'installent en fait. Donc c'est plus tout à fait mon cas, moi ça fait maintenant 10 ans, mais je fais quand même partie du groupe et j'aime bien rencontrer de nouvelles personnes, avoir des échanges. On apprend toujours, même avec des gens qui s'installent. On voit les erreurs qu'ils font, on voit les erreurs qu'on a fait, on peut aider, on reprend aussi beaucoup de conseils et d'informations. Il y a des choses nouvelles, la loi évolue en permanence, donc les gens qui s'installent ont souvent eux des informations aussi à apporter par rapport à ça. Donc ça fait partie des groupes que j'aime beaucoup parce que c'est beaucoup dans l'échange, plus que dans vraiment le business. Peux-tu nous raconter également une journée type de travail, du matin jusqu'au soir, étant donné que tu as des enfants, comment ta journée effectivement se constitue le matin, tu te lèves à quelle heure et tu te couches le soir à quelle heure? Parce qu'en général, les entrepreneurs effectivement ne comptent pas leurs heures, mais toi tu as des enfants, donc il faut effectivement cadrer tout, quoi. C'est ça, on jongle avec eux. Moi le réveil c'est 6h30. 6h30 parce que j'aime bien avoir un temps aussi pour moi le matin. Donc les enfants se lèvent à 7h. Je les réveille à 7h. Et puis après, c'est préparation effectivement des enfants. Puis après, c'est déposer. Alors la grande maintenant, elle est indépendante, elle est ado, donc elle se débrouille toute seule. Elle prend le bus, ça va. Les petits, en revanche, il y en a un qu'il faut amener à l'école et l'autre chez la nounou. Là avec mon mari on se partage, il y en a un qui amène à l'école, l'autre qui emmène chez la nounou et puis en général j'arrive au boulot vers 9h, je me mets vraiment à travailler vers 9h, 9h30, ça dépend si la petite a voulu lâcher maman ou si elle a voulu un dernier câlin, ça dépend, voilà, c'est aléatoire. Et puis ensuite c'est en général je lis mes mails, je vérifie s'il y a des choses urgentes à répondre et ensuite je démarre sur l'activité. Alors en général j'ai des plannings de transcription. Les transcriptions, ce sont des dates que je ne peux pas changer. Lorsqu'il y a eu une réunion d'un CSE, d'un CSSCT ou autre, ces réunions-là ont dû à des dates particulières. Il faut absolument un rendu pour une date aussi, sous 5 jours, sous 15 jours, sous 3 semaines, ça dépend. Donc là, j'ai un planning qui est fait en fonction de ça. Et dans les creux, ensuite, je place la rédaction web, je place la correction. Et parfois, j'arrive à placer aussi l'écriture d'un roman ou deux, par-ci, par-là, ou d'une nouvelle. Ça, c'est plus à titre perso. Et en général, à 16h30, je décolle puisqu'il faut aller chercher les enfants à l'école, chez la nounou, etc. 16h30. Parfois, ils vont à la garderie si j'ai vraiment une transcription plus longue. J'essaye de faire en sorte qu'à 18h, on soit à la maison. Parce qu'après, il y a tout le train-train de la famille qui s'enchaîne, faire à manger, donner le bain, etc. Sachant que, comme le mari, il a une boutique qui est ouverte de 9h à 19h, de toute façon, lui, il peut pas être là avant 19h30 à la maison. Et vous parlez à table effectivement de ce que tu as fait dans l'après-midi. Il te parle un petit peu de ce qu'il a vu également. C'est-à-dire que vous êtes dans le domaine encore de l'entreprise, ou est-ce que vous arrivez à vous détacher, vous faites une coupure et c'est place à la famille? Alors nous, on a encore plus la particularité d'être vraiment dans le boulot, tout le temps si on veut, parce qu'on travaille ensemble. Il est photographe professionnel. Moi, je vais au studio, j'ai mon bureau dans son studio. Donc, en fait, on est toute la journée ensemble. Et son site internet, par exemple, c'est moi qui le gère aussi. Je gère aussi sa com à lui. Donc, voilà, on est toute la journée ensemble. Le soir, on essaye d'être avec les enfants, on essaye de faire la coupure. Bien entendu, quand les enfants sont couchés, ça fait partie de notre vie aussi. C'est ce qu'on aime, c'est notre passion. On en a fait notre métier, on a cette chance-là. Donc c'est vrai que le soir, quand on se retrouve tous les deux, c'est au fait, t'as pensé à la com pour la semaine prochaine, donc lui va me parler de ses projets et de ce que je vais pouvoir rédiger pour lui. Et puis moi, parfois, comme je me suis spécialisée justement dans le thème de la photographie, et je travaille beaucoup avec des photographes, pas que lui du coup, je lui en parle des fois en lui disant tiens, j'ai entendu parler de telle formation photo, est-ce que tu connais? Tiens, j'ai tel client qui m'a parlé de tel truc, est-ce que tu connais? Donc on a aussi cet échange-là de formation. J'ai eu la chance aussi d'aller faire des formations business à la photo avec lui. Et de pouvoir donc être une experte pour mes clients en photographie.
Alors, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué? Est-ce que tu as un livre déclic? On a tous un bouquin, effectivement, qui nous a permis, effectivement, de passer un cap, peut-être le syndrome de l'imposteur ou le fait de passer à l'action. Est-ce que toi, t'as un livre qui t'a marqué et qui t'a donné envie d'aller plus loin dans ta vie? J'en ai plein. Je suis une lectrice boulimique. Ça peut être la semaine de 4 heures, ça peut être Père riche, Père pauvre ou Père pauvre, Père riche, je sais plus. Ça peut être les 4 accords Toltec, ça peut être tous ces livres-là ou Comment se faire des amis aussi de Carnegie. Enfin, c'est tout un tas de livres de développement personnel en fait que je recommande à tout le monde. Enfin, il faut vraiment en lire plein. Des biographies aussi, il y a des autobiographies du moins. Il y a des gens qui sont vraiment inspirants et je suis convaincue que dans tous les livres, même si c'est de la fiction, hein, il y a toujours à retirer des choses. Il y a toujours, enfin moi je sais que quand je lis un livre, j'ai toujours ce côté où je vais vivre ce que vivent les personnages. Je vais essayer de ressentir ce qu'ils ressentent. J'essaie de me mettre à leur place. Ça fait partie aussi de mon job en tant que rédactrice web. Hein. Arriver à me mettre à la place de mes clients, comprendre qui sont leurs clients, etc. Et quand je lis, je fais ça aussi. Et j'essaye de comprendre comment on a pu écrire ça et comment on a pu en venir à en être là. Donc c'est vrai que tous les livres apportent quelque chose quoi qu'il arrive. Mais voilà, il y en a qui sont plus ou moins inspirants et ceux que j'ai cités au début là l'ont été particulièrement pour moi. Alors tu as cité Robert Kiyosaki avec Père riche, Père pauvre. Qu'est-ce qui t'a retenu dans ce livre? Moi je l'ai lu aussi, hein, donc c'est un livre effectivement qui parle entre autres pour ceux qui ne l'ont pas lu de la finance, comment on peut mieux effectivement gérer sa vie financière, comment on peut créer l'abondance, etc. Et puis bon, il y a le phénomène de l'économie américaine, le côté libéral. Tout à fait. Alors nous, bien sûr, on n'est pas dans ce monde-là. Moi, c'est le tout début, la partie vraiment autobiographie, quand il raconte, quand il était un petit garçon, comment il allait vendre les BD, comment il avait créé son tout premier business alors qu'il était juste un gamin. Et je me dis, si un gamin arrive à faire ça, pourquoi un adulte n'y arriverait pas, en fait? Et je vois tellement de gens qui sont bloqués dans leur métier, qu'ils n'aiment pas en tant que salariés et qui n'osent pas aller se reconvertir, qui n'osent pas se lancer. Et je me dis, c'est quand même dommage de pas tenter. Ce gamin-là, il avait aucune idée, il n'était pas bridé, il avait rien comme blocage en fait. Ben, je me dis pourquoi on en a quand on est adulte, c'est dommage. Donc c'est vraiment ce passage-là qui m'a beaucoup plu dans le livre, me dire qu'il n'avait pas de barrière. Pourquoi nous on s'en met une fois qu'on est adulte? Il y en a qui me disent bah oui, moi j'ai un crédit sur le dos, j'ai ma maison, oui bah moi aussi. Il y en a qui me disent ah oui, moi j'ai des enfants, bah oui j'en ai aussi. Oui mais ils sont petits, oui bah les miens aussi. Je veux dire, on se met tous des barrières. Et j'ai envie de dire, ça, j'en ai fait mon mantra derrière. Quand on veut, on cherche un moyen. Quand on veut pas, on trouve des excuses. Ça peut paraître violent dit comme ça. Et puis je sais que j'ai des gens qui m'ont reproché en me disant ouais, mais bon, toi, c'est facile de dire ça a posteriori. Non, moi aussi cherché des excuses pendant des années. J'ai pas lâché mon job de fonctionnaire, de prof du jour au lendemain. Je suis pas devenue indépendante du jour au lendemain. J'ai d'abord pris un mi-temps, j'ai fait ça progressivement. J'ai eu cette chance de pouvoir le faire aussi. Hein. Mais voilà, je me dis à un moment donné. Il faut se mettre un coup de pied aux fesses, il faut y aller, il faut oser. Et ce petit gamin-là, dans ce livre-là, il en a pas de frein. Il ose, il essaye. Ça lui coûte rien. Et c'est vrai que souvent, on pourrait se dire la même chose en tant qu'adulte, et on le fait pas. Et c'est dommage qu'on ait perdu parfois notre sensibilité d'enfant. Et puis c'est vrai que toi avant tu étais dans la voie lente, c'est-à-dire effectivement tu travaillais sur un revenu pour gagner de l'argent. Là maintenant tu es passé à l'autoroute de la voie rapide, c'est-à-dire à l'autoroute qui conduit à la richesse entre guillemets, parce que justement tu t'es créé de la valeur ajoutée en créant des services, en créant des produits, pourquoi pas des formations demain sur la rédaction web. Bref, tu as créé effectivement de la valeur ajoutée et ça c'est quelque chose qui conduit bien souvent au succès. Oui, alors je gagne moins que quand j'étais prof. On va être honnête là-dessus, hein, parce que j'ai choisi une voie différente surtout. J'ai décidé de vivre ma vie passionnément et pas de manière juste pour dire je fais un revenu, etc. Quand j'étais prof, j'étais maman solo, j'étais seule avec ma fille aînée. Donc c'était pas évident non plus. J'étais remplaçante, je faisais le bouche-trou un peu partout. Ça ne m'épanouissait pas, clairement. Aujourd'hui, je choisis mes clients, je choisis les boulots que j'ai envie de faire. Je choisis les livres que je veux corriger, je choisis les biographies des clients avec lesquels je vais travailler. Ce ne sont que des gens qui sont passionnants. J'ai cette chance-là maintenant de pouvoir choisir. Mais à un moment donné, il faut manger son pain noir, on est d'accord, avant de manger son pain blanc. Donc, on a tous un chemin de vie qui est plus ou moins sinueux. Et puis, c'est vrai que alors des fois, je galère, hein, transcription, et des fois, c'est pas drôle, hein, quand on est dans un
un truc où il y a une personne qui est en train de se faire licencier et que nous, on est là en tant que témoins pour enregistrer des débats et retranscrire tout ça, c'est pas drôle, hein. Mais ça m'apporte énormément en fait. C'est très très riche et c'est pour cela que j'ai voulu faire plusieurs activités et pas une seule. J'aurais pu me contenter que de la rédaction web, mais j'ai pas eu envie parce que j'aime cette pluridisciplinarité. On me dit slasheuse dans le monde du boulot, mais voilà, j'aime justement cette variété et ce qui fait que chaque journée ne se ressemble pas. Et ça, c'est ce dont j'avais besoin. Et d'être prof devant toujours les mêmes classes, même si ce sont pas les mêmes élèves, hein, toujours dans le même lycée, toujours dans le même si j'ai été remplaçante, finalement c'était toujours un peu la même chose. Et je finissais par m'ennuyer et m'éteindre. Et j'avais besoin de cette diversité qui m'a été apportée en devenant indépendante, effectivement. Alors vous écoutez le podcast des experts. Je suis Philippe Belgron, producteur donc de podcast. Aujourd'hui je reçois Séverine Mazière. Elle est rédactrice web. Elle fait également du SEO. Elle est biographe. Elle fait des transcriptions. Elle est autrice. On va parler donc de son futur roman. Quand tu as décidé de te lancer dans l'écriture, alors l'écriture c'est ton domaine professionnel, mais le fait effectivement de faire de la rédaction de web et puis le fait effectivement d'écrire un bouquin, c'est quand même deux divisions, deux façons effectivement de percevoir le monde de l'écriture. Pourquoi tu as décidé d'écrire également un roman? Je crois que tu avais déjà écrit des choses. Hein. Oui, alors j'ai envie de dire j'écris depuis que je sais écrire. J'ai retrouvé des très vieux cahiers, je crois que j'ai 6 ou 7 ans, où j'écrivais déjà des histoires alors que j'illustrais, etc. J'ai laissé ça un peu de côté à l'adolescence. Bon, comme tout le monde, je pense à l'adolescence, on se cherche, on sait pas. Et j'ai repris ça sur les bancs de la fac. C'est pas bien, hein, mais pendant les cours, j'étais en train d'écrire des nouvelles. Et pas mal de ces nouvelles-là ont été mises de côté et je les ai laissées tomber. Et puis j'ai divorcé, alors à titre personnel, voilà, la vie pro, la vie perso, toujours cette imbrication, mais j'ai divorcé en 2009 et là j'ai ressorti mes vieux textes et je me suis remise à écrire. Et en 2016, j'ai pas fait paraître un premier recueil de nouvelles. Un deuxième est sorti à titre collectif, là, je fais partie d'un collectif, il est sorti en 2021, il y en a un autre qui sortira à la fin de l'année aussi avec ce collectif. Et je me suis lancée dans de l'écriture longue, j'avais envie d'un défi, donc j'ai écrit un polar. Alors l'idée m'est venue en 2018, mais ça a été un long cheminement. Je me disais je vais écrire une nouvelle. Finalement, je me suis lancé le défi d'en faire un roman long parce que les maisons d'édition ne publient pas de textes courts, très peu en France, c'est pas renommé les nouvelles. Donc on m'a dit oui, vos textes sont bien, ils sont bien écrits, mais on aimerait des textes plus longs. On publie pas des jeunes auteurs inconnus avec des nouvelles, on publie des romans. Donc je me suis lancée sur l'écriture d'un roman entier. Ça a été un défi, puis je fais ça en 2020 et surtout 2021. Il va sortir début 2024. J'ai trouvé une maison d'édition parce que là aussi c'est le parcours du combattant après pour se faire éditer, quoi. Ouais, tu conseilles quoi aujourd'hui aux gens qui nous écoutent, qui auraient un peu ton parcours et qui souhaiteraient effectivement lancer leur livre, être en auto-édition ou passer par un éditeur? Alors j'ai fait les deux. Être auto-éditeur, quand j'ai lancé mon recueil de nouvelles, oui, on peut lancer son recueil tout seul, son livre tout seul avec Amazon. Aujourd'hui, c'est très facile, ça ne coûte rien, si ce n'est du temps à mettre en place pour faire la mise en page, pour respecter ce que demande Amazon, s'inscrire, etc. Moi, j'avais décidé de le faire aussi, surtout sous format papier. Donc, j'avais fait un financement participatif avec une plateforme. Et j'avais lancé donc l'impression en fonction du nombre de livres qui m'avaient été précommandés. Le problème, c'est que on est arrêté au niveau financier, c'est-à-dire que dès qu'il faut commencer à mettre la main à la poche, ça va très loin, ça va très vite. Aujourd'hui, le prix du papier a explosé. Ça peut revenir très très cher de faire imprimer 200, 500, 1000 exemplaires. J'en ai vendu 300. J'avais pas les moyens d'en faire imprimer plus, tout simplement. Donc je me dis qu'avec une maison d'édition, une vraie maison d'édition qui prend tout à sa charge, je vais sans doute gagner moins. Mais j'aurai davantage de gens qui pourront me lire et mon livre sera accessible pour plus de monde, en tout cas en papier. Après, le travail d'une auto-édition, c'est aussi un travail de correction et on ne peut pas être son propre correcteur. Je suis correctrice professionnelle pour des gens qui écrivent très bien, mais il y a toujours des coquilles, il y a toujours des choses. Quand on a écrit soi-même le texte, notre cerveau en fait est biaisé parce qu'il connaît déjà l'histoire, il connaît déjà les personnages, il sait déjà ce qu'il a écrit. Et ça nous permet pas d'avoir du recul sur le texte quand le texte est personnel. Donc, on ne peut pas s'auto-corriger. Donc, il faut forcément faire appel à quelqu'un. Quand on fait la maquette du livre, qu'on veut une jolie couverture, il faut parfois faire appel à un graphiste. Moi, j'ai la chance d'avoir un mari photographe, donc il m'avait aidé dans cette étape-là. Et après, c'est l'imprimeur qui m'avait fait lui-même la mise en page et qui m'avait fait de belles choses pour le papier. Mais à un moment donné, on peut pas être sur tous les fronts. Et après, il y a la partie vente. Il a fallu que je démarche des librairies qui acceptent de me prendre alors que j'étais auto-éditée,
que je démarche pour organiser des séances de dédicaces. Ça prend beaucoup de temps tout ça. Quand on est avec une maison d'édition, on peut espérer qu'elle organise quand même un certain nombre de dédicaces par elle-même, qu'ils ont des débouchés dans les librairies, qu'ils ont accès à la presse, qu'ils ont accès à de la communication à laquelle on n'a pas accès quand on est tout seul en fait. Bah oui, ils ont des réseaux. En fait, la rétribution d'un éditeur aujourd'hui par rapport à un auteur, c'est de combien à combien? Alors, quand on est un auteur tout jeune, jamais édité, comme c'est mon cas, et ça va être, c'est le contrat que je suis en train de signer avec ma maison d'édition là, c'est 8%. Et oui. C'est 8% brut. C'est-à-dire qu'après, il y a l'URSSAF du Limousin qui vous prend 16% dessus. Voilà. Ah oui. C'est peu, on est d'accord. Sur le format papier, broché. Après, il y a souvent des paliers. C'est-à-dire que les 1000, moi dans mon cas, ce sont les 1000 premiers livres qui sont à 8%. Ensuite, entre 1000 et 5000 exemplaires, c'est à 10%. Et au-delà de 5000, ça monte à 12%. Pour les livres en numérique, c'est pareil. Il y a des paliers et les paliers sont plus hauts. Parce que le numérique, il n'y a pas les frais d'impression. Donc, l'auteur récupère en général une partie de droit sur la version numérique puisqu'il y a moins de frais pour la maison d'édition. D'accord. Les gens qui nous écoutent aussi se posent souvent une question. La protection en fait des droits pour protéger son œuvre, donc son livre. Comment ça se passe? Moi j'ai entendu dire par exemple qu'il fallait s'envoyer le bouquin effectivement à son adresse, ne pas ouvrir effectivement l'enveloppe. Ça fait une sorte de sceau quoi en fait de reconnaissance, de validation. On m'a parlé également qu'on pouvait aller chez un huissier de justice, ça coûtait 150 € ou un notaire pour faire déposer son œuvre. Et puis il y a aussi la Bibliothèque nationale de France où il faut envoyer un exemplaire. Oui, il y a plein de choses à faire. Alors ça, bien sûr, quand on passe avec une vraie maison d'édition, c'est eux qui gèrent tout ça. Alors par contre, la partie protection de son texte, faut pas se leurrer. Si la maison d'édition, si vous l'envoyez à 15 maisons d'édition et que la maison d'édition ne veut pas vous publier, ils vont pas vous voler votre livre. Ils en ont rien à faire. C'est que le livre les intéresse pas et ils vont pas l'éditer en cachette en espérant que vous ne soyez jamais au courant. Leur but, c'est de vendre le maximum de livres. Leur but, c'est de montrer la tête de l'auteur et que l'auteur soit présent dans des salons, dans des séances de dédicaces et pas de planquer l'auteur. Donc, ils vont pas vous voler votre texte. Il y a eu des débats aussi sur les plateformes comme Wattpad qui publient, où les gens peuvent publier leurs histoires, etc. Il faut savoir que dans la mesure où c'est protégé, où vous êtes le propriétaire du fichier et que vous pouvez prouver que vous êtes le propriétaire du fichier et qu'il est daté dans votre ordinateur, ça fait preuve, ça fait foi. Il y a la lettre solo qui permet, je crois que c'est 15 ou 20 €, qui permet de protéger ça. Effectivement, s'envoyer en recommandé son propre manuscrit pour prouver que c'est bien le sien, ça marche aussi. On peut s'enregistrer aussi auprès de plateformes comme la SGDL, la Société des gens de lettres. Mais je crois que ça coûte un petit peu plus cher. Mais il n'y a pas besoin de tout ça, honnêtement. Le simple fait de s'envoyer le fichier numérique à son adresse email suffit en réalité. Voilà, et puis je crois qu'il faut rappeler aussi que le dépôt légal est obligatoire. Alors le dépôt légal est obligatoire une fois que le livre a été publié. En fait, ça c'est pour la publication. Il faut effectivement envoyer un site à la BNF parce que normalement il faut leur demander même un numéro ISBN, donc c'est le code d'identification du livre, pour pouvoir publier un livre et le vendre. Si vous voulez, alors moi je travaille en biographie avec mes clients. Leur but n'est pas de vendre leur livre. Le but c'est d'avoir leur histoire pour eux, pour leurs enfants, leurs petits-enfants, leur famille. Là il n'y a pas de diffusion. Donc, je n'ai pas besoin d'ISBN dans ce cas-là. Le livre ne va pas être vendu. Dès lors qu'on veut vendre le livre, c'est là qu'il faut un ISBN et qu'il faut le déposer à la BNF. Et je crois même qu'avec Amazon, il y a encore un nouveau code, un autre code que Amazon effectivement fournit, quoi. Alors ça, c'est différent. Amazon a son propre numéro d'identification, mais qui ne convient pas pour vendre en librairie. Si on a l'intention de faire imprimer chez Amazon des livres pour les vendre chez son libraire, le libraire ne prendra pas le code Amazon. Ce n'est pas un code d'identification qui est valable en France pour les librairies en France. Il faut vraiment avoir un code ISBN français. Il faut vraiment s'enregistrer. D'accord. En plus du code de Amazon. Amazon a son propre code, mais ça c'est interne à Amazon et vous ne pourrez vendre que chez Amazon avec ce code-là. Si vous voulez vendre chez d'autres plateformes comme la Fnac et autres, là ils ont aussi leur propre maison d'édition et ils ont leur propre centre de diffusion. Vous en avez plein aujourd'hui, ça a été vraiment démocratisé. Chacun en fait a son propre code pour vendre chez lui. Mais si on veut vendre de manière partout en France, je dirais dans les librairies et autres, si on veut vendre dans des points de vente, il faut absolument un ISBN.
D'accord. Allez, on va passer aux questions bric-à-brac, c'est-à-dire les dernières questions de l'interview, avant la question marqueur. Donc ça va aller très vite, des réponses assez concises. Comment tu te projettes dans un an, donc Séverine, par rapport à ton activité et dans ta vie? Alors j'espère faire davantage de place à l'écriture personnelle, justement, des romans. J'en ai déjà écrit un deuxième que je vais soumettre sans tarder à des éditeurs. Je suis sur l'écriture du troisième. J'ai vraiment envie de faire plus de place à cette partie-là. On verra ce que ça donnera, mais le premier est en train de sortir au printemps 2024. Dans un an, j'espère vraiment être davantage dans l'écriture, dans les dédicaces et dans ce monde-là. On verra. Alors, en dehors de ton travail, qu'est-ce que tu as comme passion ou hobby? Je suis toujours au niveau de l'écriture et de la lecture. Je lis énormément, j'écris beaucoup, et puis après, j'ai mes enfants à qui je donne beaucoup de temps aussi. J'aime beaucoup le cinéma, j'y vais moins bien sûr parce qu'il faut faire garder les enfants et ça a un coût, mais j'étais prof de français et de cinéma, j'ai quand même gardé cet amour du cinéma. Mais l'amour du cinéma, c'est aussi l'amour des scénarios, c'est aussi l'amour des histoires, qu'on les écrive ou pas, voilà. On est encore autour de cette thématique. Quel est ton film préféré, celui que tu préfères, qui est vraiment ton film de chevet? Alors, je dirais plutôt le film qui m'a le plus marqué et m'a donné envie de me diriger vers le cinéma, c'est Peur Primale. C'est un film qui est assez peu connu, avec Richard Gere et Edward Norton. C'est un des premiers d'Edward Norton d'ailleurs, en tant qu'acteur. Et c'est un thriller avec un retournement final qui est magistral et qui m'a vraiment donné envie de me remettre à l'écriture et de me dire waouh, c'est des histoires comme ça que j'ai envie d'écrire. Allez, pour mettre en alerte effectivement les gens, le pitch de ce film. Un jeune homme est arrêté après avoir trucidé de manière monstrueuse un prêtre qui est reconnu dans sa communauté, qui est adoré, et on ne comprend pas le geste de ce jeune homme. Et Richard Gere va devenir son avocat, puisque le jeune homme, c'est Edward Norton. Il va prendre cette affaire, il la voit à la télé, il se dit cette affaire elle est pour moi, alors que tout le monde se dit il y a pas d'enjeu, en fait le gamin a tué le prêtre en question et c'est tout. Et en fait c'est beaucoup plus complexe, c'est très psychologique et c'est extraordinaire. Un thriller. Donc on va passer maintenant à la question qui va te refermer effectivement donc cet épisode des experts. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Séverine? Très agréable, le dialogue est ouvert et tu laisses beaucoup de place à celui qui est interviewé et ça c'est appréciable parce que parfois on a des questions assez fermées et puis on est coupé. Là on n'est pas coupé, on a le temps de s'exprimer et c'est chouette. Ah, moi j'aime bien que mes invités puissent prendre le temps de s'installer. Maintenant effectivement, comment on peut continuer à discuter avec toi si on a été sensibilisé par tes propos et qu'on a envie de continuer la discussion, de pourquoi pas de devenir effectivement client ou cliente chez toi, par quels moyens effectivement de communication on peut rentrer en contact avec toi? Alors j'ai mon site internet, c'est rédacteur-dordogne.fr. Où vous pourrez découvrir un petit peu mon travail. Sinon, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je partage mes histoires. Donc, si vous avez envie d'écouter les histoires que j'ai écrites, j'ai ma chaîne YouTube qui s'appelle Monnaie d'échange, puisque c'est le nom de mon entreprise. Mais Monnaie d'échange écrit mot M-O-T-S, né N-E-S, et d'échange, puisque mon travail, c'est justement d'échanger sur les mots. Je suppose que si on tape sur YouTube Séverine Mazières, on va te trouver de toute façon. Oui. Eh ben écoute, en tout cas Séverine, tu nous as apporté plein de valeurs ajoutées, plein de connaissances. On voit que d'une certaine manière tu connais bien ton domaine d'expertise. Je pense que les gens ont noté pas mal de renseignements. Et puis je réinvite donc les personnes à aller voir ton site internet, bien évidemment, et puis aussi à te découvrir dans ton métier qui est la rédaction web. Je vais y arriver. Effectivement, une partie SEO, on n'en a pas parlé, mais c'est pas très grave. Tu fais des biographies, tu fais des transcriptions, tu es donc autrice avec un futur roman qui sera donc un thriller et bien s'il y a d'autres personnes qui ont envie de te poser d'autres questions, ils le feront avec toi sans aucun souci. Merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous très prochainement dans un nouvel épisode des experts avec un nouvel invité. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute donc Apple Podcast pour faire grimper effectivement les experts et puis inscrivez-vous à ma chaîne YouTube, vous pourrez la retrouver
retrouver en tapant effectivement interview Philippe Belgrand ou Philippe Belgrand, les experts sur la plateforme vidéo, le deuxième moteur de recherche après Google. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, qu'importe au moment où vous écouterez effectivement cet épisode. N'oubliez pas aussi de commenter et de partager. C'est comme ça que vous faites vivre effectivement le podcast. Je vous dis à très bientôt. Merci Séverine et à bientôt également pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup.